Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au cœur de l'Assemblée nationale. Le thème du jour porte sur le foncier rural. Je me tourne tout de suite vers Nati Meya pour le sommaire de l'émission. Bonsoir Nati. La loi sur le foncier rural est un sujet qui intéresse particulièrement toute la population. Au cœur de l'Assemblée nationale s'y penche afin d'expliquer cette loi aux téléspectateurs. Dans un micro-trottoir, nous irons recueillir les avis des populations à ce sujet. Ensuite, Timothée nous apportera des éclairages à travers une interview avec le député Fé Sondé, président de la Commission des affaires économiques et financières. Nous avons scruté la toile et détecté quelques affirmations à soumettre à votre invité. Vrai ou faux, que la loi nous éclaire. Merci Nati. Intéressons-nous à l'activité au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on fait au sein d'une Assemblée nationale à part voter la loi? Qui sont ceux qui y travaillent? Eh bien, la réponse du grand public à travers ce micro-trottoir réalisé par Georges Aboya. Le député est élu par le peuple. À l'Assemblée nationale, nous trouvons des députés, des parlementaires, précisément les députés dirigés par un président de l'Assemblée. Étant donné que c'est une institution de l'État, donc l'État a ses fonctionnaires là-bas, et il y a aussi des contractuels. Les membres du gouvernement, simplement. Certaines réponses font sourire pour tout comprendre. Je vous emmène voir le secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Alain Adra Akapo. Il nous parlera du travail au sein d'une Assemblée nationale. Allez, suivez-moi. L'Assemblée nationale, vous l'imaginez bien, c'est certes un personnel politique, donc les députés, mais c'est aussi un personnel administratif. Alors l'ensemble de ces services de l'Assemblée nationale, c'est donc cette direction qui, chacune en ce qui la concerne, concourt à faire en sorte que l'activité de l'Assemblée nationale se déroule au mieux. Nous avons donc une direction de la législation et du contrôle parlementaire parce que vous ne l'ignorez pas. Les missions de l'Assemblée nationale, c'est entre autres la législation et le contrôle de l'activité gouvernementale. Nous avons également une direction de la coopération internationale parce que l'Assemblée nationale entretient des relations avec l'extérieur. Et donc, cette direction de la coopération internationale va accompagner les députés dans la réalisation de ce que nous appelons la diplomatie parlementaire pour le compte de l'Assemblée nationale. Une autre des directions de l'Assemblée nationale, c'est la direction du protocole, dont les agents vont accompagner les députés dans les cérémonies pour assurer, par exemple, tous les privilèges qui sont ceux des députés. Une autre direction de l'Assemblée nationale, c'est la direction de la logistique et du patrimoine qui va donc s'assurer de la maintenance des équipements de l'Assemblée nationale, de la maintenance de la propriété, de la mise à niveau de ce palais de l'Assemblée nationale au sein duquel nous sommes. Je n'ai pas encore cité, par exemple, la direction des ressources humaines, donc qui va assurer la gestion des carrières du personnel de l'Assemblée nationale. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que toute l'activité administrative de l'Assemblée nationale concourt à faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse mener à bien ses missions. Le secrétaire général, dans cette activité de coordination, va par exemple assurer la préparation et le secrétariat de la réunion du bureau, la coordination, la préparation et le secrétariat de la conférence des présidents, assister le président de l'Assemblée nationale en séance plénière ou celui qui le supplée lors des séances plénières, assurer la transmission des décisions qui sont prises par l'Assemblée nationale en termes de loi, en termes d'activité de contrôle, en termes d'activité internationale auprès des personnes à qui ou des administrations auxquelles ces tests sont destinés. Le secrétaire général, en matière de lien avec l'activité parlementaire, est dans ce rôle-là de conseiller, il est dans ce rôle de conseiller technique, il est dans ce rôle de conseiller juridique, mais il est aussi dans ce rôle de conseiller politique. Et donc, le secrétaire général est un peu la cheville ouvrière qui va coordonner l'ensemble des services pour faire en sorte que l'activité parlementaire se déroule au mieux. Merci
Monsieur le secrétaire général, je reçois à présent Monsieur Dogoni Souleymane. Il est député de Sinématiali département. Il est banquier à la retraite et il est rapporteur général de la commission permanente chargée des affaires économiques et financières. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, madame. Nous venons d'écouter le secrétaire général. Êtes-vous satisfait? Du moins, que pensez-vous de l'activité administrative au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Est-ce que le grand public doit retenir celle qu'il y a une administration, je dirais, professionnelle, qui travaille en dehors des courants politiques et qui travaille loyalement et qui fait un travail très remarquable pour les députés que nous sommes. Eh bien, merci pour le personnel de l'Assemblée nationale. Nous abordons à présent la question du jour, la loi sur le foncier rural. Alors, dites-nous, lorsqu'on parle de foncier rural, quelles sont les principales causes de conflit? Madame, la terre, c'est le berceau de l'humanité. Elle nous accueille, nous la transformons pour y vivre, elle nous nourrit, après elle nous réserve une sépulture pour notre dernière demeure. On dit que nous sommes poussière et nous allons retourner poussière. Est-ce que c'est ces liens intimes et tragiques à la fois qui expliquent les conflits, hélas, nombreux au niveau du foncier rural? Au lendemain des indépendances, il y avait un principe selon lequel on disait que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Et cela a permis plusieurs transactions dans tous les sens. Et les nouvelles générations qui se sont retrouvées un peu dépossédées de ces terres ont tendance à faire une remise en cause. Et les messages qu'on entend, certaines communautés disent « nous sommes chez nous, c'est la terre de nos aïeuls ». Les migrants disent « nous sommes aussi chez nous parce que nos parents ont acheté ces terres ». Ceci pour aborder le volet de la vente des terres par les autochtones selon les us et coutumes qui ne respectaient pas des principes légaux. Et là également, la jeune génération, estimant que les prix payés étaient modiques, symboliques, et tend à faire une remise également en cause de ces ventes. Et là, il y a une opposition entre les droits d'usage et le droit de propriété. Ensuite, il y a d'autres causes liées aux facteurs politiques. Donc, cela a exacerbé la crise identitaire. Enfin, il y a le déficit, je dirais les insuffisances liées au juridique, insuffisances juridiques liées à la loi. Cette loi qui a été, c'est la loi 750-98 du 23 décembre 1998, qui a été la première loi du foncier rural. Oui. Et cette loi comporte des insuffisances, comme en témoignent les différentes modifications qui sont intervenues en 2004, en 2013 et récemment en 2019. Ceci traduit que la loi n'était pas adaptée et qu'il fallait le faire. Je vous convie à suivre un entretien accordé par le député Fessondé. Il est président de la commission permanente chargée des affaires économiques et financières. Entretien accordé à Timité Alibaba. C'est la grande interview de Timité. Monsieur Fessondé, bonjour. Bonjour. Vous êtes député, président de la commission des affaires économiques et financières ici à l'Assemblée. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que le domaine du foncier rural? Alors, pour aborder cette question, il faut soustraire des espaces. Hors du domaine public, hors des périmètres urbains, hors des forêts classées et des aires protégées, hors des zones touristiques officiellement déclarées, hors des zones d'aménagement concédées, d'aménagement prévues par l'État. Or, ces entités, donc, au plan national, le domaine foncier rural est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non qui restent. Et on trouve là-dedans les terres propriétés de l'État, les terres propriétés des collectivités publiques, les terres que l'État a concédées aux collectivités publiques, les terres que l'État a concédées à des particuliers,
On trouve là-dedans les terres des particuliers, on trouve là-dedans les terres du domaine foncier coutumier, on trouve là-dedans les terres sans maître. C'est cet ensemble-là qui constitue le patrimoine national. Et la loi dit pour ces terres que ce sont l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes qui peuvent en être propriétaires. La loi dont il est question, c'est une nouvelle loi. Elle vient en remplacement d'une ancienne loi. Alors ceci m'amène à vous demander de nous faire quand même l'état des innovations de cette nouvelle loi. En tant que loi, d'abord, lorsque le président de la République a présenté ce projet de loi, nous y avons vu à l'intérieur des innovations. Il y a des articles nouveaux qui sont apparus et qui donnent des avantages par rapport aux lois précédentes. Donc, effectivement, il y a un plus. Le premier élément qu'on peut relever, c'est au niveau du domaine foncier coutumier. Désormais, la loi dit que pour être propriétaire d'un lopin de terre, il faut en disposer le certificat foncier. Et la loi ajoute que, désormais, dans le milieu rural, tout espace sans certificat foncier ne peut faire l'objet de cession. Alors prenons la région du Tonkoui où actuellement se déroule une opération de délimitation des territoires villageois. Et prenons le cas d'un paysan, M. Lou Bantigbe, qui a son certificat, qui réussit à avoir son certificat foncier. Les enquêteurs du ministère de l'Agriculture constatent qu'il y a des occupants sur l'espace. Pour que ces occupants gardent leurs droits, on demande à M. Lou Bantigbe de confirmer leurs droits. Ils étaient là depuis longtemps. M. Lou Bantigbe dit, effectivement, la famille Sommet qui est là, elle est avec moi depuis longtemps. Je leur concède, je leur ai concédé cet espace, ça leur appartient. Donc, il faut que le titulaire du certificat foncier confirme que ces occupants de bonne foi sont effectivement dans leurs droits. C'est par opposition aux personnes qui rentrent clandestinement dans les territoires villageois. L'autre avantage de cette loi, c'est qu'il n'est plus fait obligation aux propriétaires de terrains, de terres dans le domaine foncier rural de mettre en valeur leurs terres. Un autre aspect, dans la loi de 1998, il y a l'article 24 qui disait que les propriétaires de terres dans le foncier, l'État comme les propriétaires particuliers, sont passibles de payer l'impôt foncier. Cet article a été abrogé. Il y a un dernier avantage que nous, les députés, nous avons tiré, c'est qu'il faut que l'État mène une opération de sensibilisation auprès des populations. Parce que les difficultés de mise en place d'application des précédentes lois, c'est surtout le fait que la population n'était pas sensibilisée, la population ne savait pas de quoi il s'agit quand on parle du foncier rural. Alors, avec ces améliorations, on constate que l'État a pris beaucoup de précautions pour ne pas qu'il y ait des conflits au niveau donc, des zones rurales. Qui est habilité à octroyer le titre de propriété foncier? Alors, ce sont les services compétents de l'administration qui sont habilités à établir les titres de propriété d'une terre du domaine du foncier rural. Il faut être clair là-dessus. Le premier élément, le premier document qu'en milieu rural on trouve, c'est le certificat foncier. Le certificat foncier est signé par le préfet du département. Le deuxième élément, c'est que quand je vais au-delà du certificat foncier, je fais immatriculer mon terrain, je fais immatriculer ma terre. C'est le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques qui est habilité à établir le titre foncier d'un terrain rural. L'avantage du titre foncier est qu'il protège le propriétaire, le droit du propriétaire, il le rassure pour la suite de la gestion de ces terres. La loi utilise le terme 100 mètres pour désigner un certain nombre de terres. De quelle terre s'agit-il? Dans la définition d'abord, une terre 100 mètres est une terre sans propriétaire connu. Et pour être d'actualité, on dira que c'est un terrain sans propriétaire identifié. Maintenant, si nous revenons à notre loi du domaine foncier rural, il y a deux types de terres 100 mètres. Le premier type, c'est au niveau du domaine foncier coutumier. Une terre du domaine foncier coutumier qui, à l'expiration du délai
fixé par le décret d'application de la loi sur le foncier rural n'a pas eu de certificat foncier, il devient une terre sans maître. Le deuxième élément, c'est dans le cas des successions ouvertes et non réclamées. Au bout de 3 ans, ces terres-là deviennent des terres sans maître. Et ces terres sans maître appartiennent à l'État. Si dans le domaine rural, il y a un terme ou bien une pratique qui a cours et qui souvent pose bien de problèmes. Il s'agit de la location des terres. Qu'est-ce que la loi en dit? Pour bien aborder cet aspect et différencier les entrées clandestines dans les territoires des villageois et la location normale, la loi dit. Au niveau de l'administration, la loi dit que l'administration gère librement les terres immatriculées au nom de l'État. Donc, l'État peut en toute de bonne foi donner ces terres en location, bien sûr, selon les conditions fixées par la loi de finances. Au niveau des terrains ruraux, lorsque le propriétaire satisfait aux conditions de titre de propriété, à savoir il a son certificat foncier, ou bien il a immatriculé son terrain, il a le titre foncier, il est libre de le gérer de façon autonome, bien sûr dans la limite fixée par la loi. Tout propriétaire de terre peut procéder à une location. Oui, oui. Est-ce que la loi prévoit des clauses qui devraient conditionner cette location? Pour le cas de l'État, la clause c'est qu'il y a la loi de finances qui dit voici dans quelles conditions l'État peut louer ses terres. Par contre, pour un particulier, c'est un contrat qui le lie à celui auquel il loue son terrain. Monsieur le député, nous venons d'écouter un autre député. Quel est votre commentaire? La nouvelle loi votée récemment en 2019, c'était le 14 octobre 2019, la loi 868-2019, est beaucoup plus adaptée aux réalités. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on tolère ceux qui ont occupé des terres, on parle d'occupants de bonne foi. Et ce qu'il faut noter, c'est tous les efforts déployés par les autorités pour la sensibilisation, afin que tous les Ivoiriens qui ont des parcelles aient des titres de propriété. Monsieur le député, dites-nous la femme vis-à-vis du foncier rural par rapport à l'homme. Le foncier rural, en termes coutumiers, est l'affaire des hommes. La femme est propriétaire indirecte. Si ses enfants héritent de ces terres-là, elle devient propriétaire indirecte, mais il est difficile qu'elle soit propriétaire directe au niveau coutumier. Concernant le droit positif, fort heureusement, en termes de la loi sur la succession, les articles 26 et 27, il est prévu que la femme puisse hériter de foncier et de terres. Et justement, j'allais vous demander, les traditions et les textes de loi sont-ils mis en harmonie? Et ce qu'il faut noter, c'est que la loi foncière s'appuie sur des droits coutumiers qui mettent donc au centre les comités villageois, les chefs de village et les propriétaires terriens. Donc, la loi foncière, elle tire sa source donc de la coutume et il y a une harmonie. Dites-nous, monsieur le député, que préconise la loi lorsqu'un certificat foncier est attribué à une personne dont la parcelle, les terres sont exploitées par d'autres qui n'ont aucun titre de propriété? Madame, la loi en son article 3 précise que le titulaire du certificat foncier confirme les droits de l'occupant de bonne foi, ce qui suppose un règlement à l'amiable qui peut se traduire par la signature d'un contrat, un bail amphithéotique ou même carrément le partage des terres. À présent, monsieur le député, un coup d'œil sur la toile. Nati Meya a déniché des affirmations, des interrogations, et à vous, monsieur le député, d'infirmer ou de confirmer. Dorénavant, seul le titre obtenu par l'immatriculation est considéré comme titre de propriété des terres du domaine du foncier rural.
Vrai ou faux? C'est vrai, c'est pour inciter les populations à déclarer leurs parcelles et obtenir des certificats fonciers. Et cela est confirmé par l'alinéa 1 de l'article 4 de la loi. Le certificat foncier est un titre destiné à prouver l'existence des droits coutumiers. Toutefois, les détenteurs de certificats fonciers, collectifs ou individuels, à la date d'entrée de cette loi, disposent d'un certain délai pour faire la preuve de leur propriété par l'immatriculation. C'est vrai, par un décret pris en Conseil des ministres, ils disposent d'un certain temps pour l'inscription, pour l'immatriculation. Quel est ce délai? Le délai est fixé par décret en Conseil des ministres. L'ancienne loi évoquait 3 années, mais cela n'est plus en vigueur. Tout détenteur de certificat foncier dispose de 3 ans pour l'immatriculation de la terre. Exactement ce que je vous disais, ça c'était l'ancienne loi de 98 qui donnait un délai de 3 ans. Maintenant, c'est un décret qui est pris en Conseil des ministres pour permettre l'immatriculation. Les modalités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Monsieur le député, à nous, dernière question. Quelles précautions prendre avant l'achat d'une parcelle? Au regard des développements, les comités villageois, les chefs de village, les communautés rurales étant au cœur de la délivrance du certificat foncier, il y a lieu de prendre la tâche d'abord avec les autorités coutumières pour s'assurer de l'existence de la terre, des limites de la terre, de l'histoire de la terre si elle est issue d'un héritage et avoir une série d'informations auprès de ces autorités même qui décident, qui donnent un point de vue, leur accord pour la délivrance du certificat foncier. L'autre précaution, c'est au niveau de l'administration. Il faut vérifier si le vendeur est détenteur d'un titre déjà de propriété, ce sera de vérifier la qualité de ce titre, s'il ne fait pas l'objet d'une hypothèque à radier au préalable, et si le titre n'est pas délivré, est-ce qu'il y a des procédures en cours pour délivrer le titre, et j'en passe. Enfin, il faut vérifier auprès du vendeur, mener une enquête de moralité. Par exemple, si c'est un patrimoine commun familial qu'il veut vendre sans avoir informé au préalable les autres membres de la famille, donc il y a toutes ces enquêtes qu'il faut mener avant de s'engager pour l'acquisition d'une parcelle. Merci pour ces conseils judicieux. Merci pour tous ces éclairages, Monsieur Dogoni. Je suis à votre disposition. S'il y a des compléments d'information au nom de l'Assemblée nationale, en tant que député de la Commission des affaires économiques et financières, nous sommes là pour informer le grand public parce que c'est le temple des lois, mais comme tout le monde n'a pas accès à l'Assemblée nationale, nous saluons cette nouvelle initiative du nouveau président de l'Assemblée qui permet de nous rapprocher davantage des populations et de leur expliquer ce qui se passe à l'Assemblée et les lois que nous votons pour eux. Cela est d'autant important qu'il y a une maxime qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Quoi de plus normal que nous nous rapprochions de plus en plus des populations pour qu'elles soient au fait des lois que nous votons. En tout cas, merci beaucoup. C'est sûr que nous allons vous rappeler à nouveau pour d'autres textes de loi. À très bientôt, Monsieur le député. Merci, je vous en prie. Dernière articulation de notre émission de ce jour, le rappel des activités phares du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, avec Georges Aboya. Les mois de décembre 2019 et de janvier 2020 fut une période d'intense activité pour le président de l'Assemblée nationale. En effet, Amadou Soumaoro a été l'invité du Talk Afrique de la chaîne panafricaine Medi 1 TV lors des journées dédiées à la Côte d'Ivoire et qui portaient sur le thème « Côte d'Ivoire-Maroc, une coopération africaine exemplaire ». Hors du pays, précisément en France, Amadou Soumaoro a rencontré son homologue français Richard Ferrand le 22 janvier dernier à Paris.
Toujours dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro a présidé une réunion du bureau de l'APF les 28 et 29 janvier dernier à Dakar. À cette occasion, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a délivré un important message dans lequel il a abordé les sujets liés au terrorisme et à l'immigration clandestine. Aussi a-t-il réaffirmé sa détermination à œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse francophone. Cette cérémonie a vu le président de la République sénégalaise, son Excellence Macky Sall, élevé à la distinction de Grand Croix, distinction que lui a attribuée le président Amadou Soumaoro. Notons que cette distinction est attribuée aux personnalités qui œuvrent pour la promotion des valeurs universelles, des valeurs humaines et des valeurs de la francophonie. Merci Aboya. Pour conclure, retenons que l'Assemblée nationale se rapproche de vous pour promouvoir les textes de loi et l'activité parlementaire. Bonsoir.